13 mars, l'Europe, nouvel épicentre mondial de la pandémie de coronavirus. Voilà ce qu'estime désormais l'OMS, alors que les pays multiplient les annonces de fermeture et de confinement pour contenir l'épidémie. En France notamment, les entreprises tentent de s'organiser. Nombre de salariés vont rester chez eux. Les établissements scolaires resteront fermés à partir de lundi et les rassemblements de plus de 100 personnes désormais interdits. Les mesures d'indemnisation se chiffrent en dizaines de milliards d'euros. Et puis l'Espagne, elle se prépare pour demain à l'état d'urgence. La ministre espagnole des Affaires étrangères nous dira pourquoi dans ce journal. Partout dans le monde, ce sont les événements sportifs et culturels qui font eux aussi les frais de ces mesures. Plusieurs championnats momentanément interrompus dans le sport amateur et professionnel. C'est au tour de l'UEFA de reporter les matchs de Ligue des Champions et de Ligue Europa qui étaient prévus la semaine prochaine. Le nombre de morts du coronavirus dans le monde atteint désormais les 5000 décès. Plus de 134 000 personnes sont affectées dans 121 pays. Ça représente les 2/3 de la planète. Selon l'OMS, pas de doute, l'Europe est le nouvel épicentre de la pandémie. Écoutez son directeur général. L'Europe est devenue le centre de la pandémie, avec plus de cas et de morts annoncés que le reste du monde combiné, exception faite de la Chine. Chaque jour, un nombre de cas plus important qu'en Chine au pic de son épidémie est annoncé. Tout pays qui regarderait les épidémies des autres pays en pensant que ça ne leur arrivera pas fait une erreur fatale. Les dirigeants du G7 se réuniront dès lundi par visioconférence pour un sommet extraordinaire destiné justement à coordonner leur action dans la lutte contre le coronavirus, notamment à propos des volets sanitaires, économiques, financiers ou encore la recherche. Emmanuel Macron lui propose à ses partenaires européens des contrôles renforcés autour de l'espace Schengen, manière d'éviter les fermetures de frontières pouvant aller jusqu'à l'interdiction d'accès pour certains pays à risque. La fermeture généralisée, c'est effectivement la principale crainte aujourd'hui au sein de l'Union européenne. On verra ça dans un instant avec vous, Caroline de Camaret. Mais d'abord, les différentes réactions à travers l'Europe en images avec Antoine Fenot. Désormais au cœur de l'épidémie de coronavirus, l'Europe entière se confine. L'Espagne a déclaré l'état d'alerte pour 2 semaines dans l'ensemble du pays. Objectif, limiter la propagation du virus. Ces décisions sont prises afin de mobiliser toutes les ressources de l'État pour protéger au mieux la santé de nos compatriotes. Il s'agit de moyens économiques, de moyens sanitaires, publics comme privés et civils comme militaires. À Madrid, les rues sont déjà désertes. Les bars et restaurants avaient déjà dû baisser leurs rideaux, consigne de la mairie. L'Autriche, de son côté, a également décidé de fermer tous ses commerces non essentiels et a annoncé une suspension de tous ses vols en direction de la France, de l'Espagne et de la Suisse. La Suisse qui a pris, elle, la décision de fermer ses écoles. D'autres nations ont pris des mesures radicales. La République tchèque et la Slovaquie ont fermé leurs frontières. Des mesures drastiques mais en ordre dispersé. Pour tenter d'y remédier, Emmanuel Macron a proposé aux membres de l'Union de durcir les contrôles aux frontières de l'espace Schengen. La présidente de la Commission européenne a appelé les États à garder la tête froide, certaines mesures pouvant être inefficaces. Certains contrôles peuvent être justifiés, mais les interdictions de voyage généralisées ne sont pas considérées comme efficaces par l'OMS. De plus, elles ont un impact social et économique très important. Elles perturbent la vie et les affaires. L'Ukraine a elle aussi annoncé une fermeture de ses frontières après avoir enregistré un premier mort du Covid-19 sur son territoire. Certains voisins de l'Europe se barricadent également. C'est le cas du Maroc. Le Royaume a suspendu ses vols vers la France et l'Espagne, mais aussi bouclé ses frontières terrestres avec les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla. Et vous venez de le voir, donc l'Espagne, deuxième foyer de l'épidémie en Europe après l'Italie. La péninsule ibérique sera dès demain samedi placée en état d'urgence pour une période de 15 jours, annonce de Pedro Sanchez, alors que 4209 Espagnols sont porteurs du coronavirus, 120 en sont morts. Le chef du gouvernement espagnol estime possible de franchir la barre des 10 000 contaminés dès la semaine prochaine. Avec nous en direct de Madrid, la ministre espagnole des Affaires étrangères, Arantxa González Laya, bonjour.
Bonjour. D'abord, pour les Espagnols, en quoi vont consister ces mesures justement d'état d'alerte à compter de demain samedi? Bon, les mesures d'état d'alerte ont un but très spécifique, c'est l'efficacité de l'Espagne. C'est un pays décentralisé. Il y a des compétences au niveau municipal, au niveau des régions, des communautés autonomes et du gouvernement central. Ce que nous voulons faire avec la déclaration de l'état d'émergence, c'est précisément de mettre toutes les ressources dans les mains de l'État pour une plus grande efficacité. Donc, des décisions qui seront prises au niveau central avec une exécution au niveau décentralisé, mais avec un but d'efficacité dans l'action. Et l'action doit être la lutte contre la pandémie, les coronavirus. On peut imaginer des fermetures d'écoles, par exemple, dès la semaine prochaine, voire même des restrictions dans les déplacements ou même les vols internationaux à destination et à l'arrivée des grands aéroports espagnols? Bon, l'Espagne a déjà décidé, toutes ces régions l'ont fait, fermer les écoles, fermer les universités, fermer les centres de loisirs, fermer les centres des retraités, des loisirs des retraités, fermer... n'est pas donner suite à des événements culturels, des concerts, etc., dans le but d'éviter des concentrations des citoyens qui puissent favoriser la contagion. Mais maintenant, il s'agit d'articuler probablement des mesures un peu plus finement pour éviter les mouvements des personnes, éviter des mouvements surtout des régions qui sont plus affectées vers d'autres régions qui, pour l'instant, résistent mieux pour contrôler la progression du coronavirus à l'intérieur du pays. 4 localités catalanes sont confinées actuellement. Vous comptez aller plus loin? On doit prendre ces décisions sur la base des cas qui se présentent, pas sur une base hypothétique, mais sur la base des possibilités des contagions, voir là où il y a des contingents, des personnes qui sont affectées par les coronavirus, limiter au maximum les mouvements de ces personnes pour éviter qu'ils puissent avoir un effet de contagion sur d'autres citoyens dans les territoires. Donc il faut surtout éviter la propagation de la pandémie à l'intérieur du pays. C'est la raison pour laquelle on a fait appel aussi à la responsabilité de tous les citoyens, de manière à ce qu'eux-mêmes limitent au maximum les mouvements, qu'ils restent chez eux, qu'ils restent à l'intérieur de leur maison ou dans leur ville, dans leur village, pour éviter la propagation. Nous devons, à l'heure actuelle, notre objectif doit être éviter la propagation. Si on fait ça, on pourra contrôler les traitements et on pourra sortir plus rapidement. Alors justement, Madame la Ministre, même votre ministre de l'Égalité est touché par le coronavirus. Il y a une interrogation autour de ce gouvernement socialiste de Pedro Sánchez, puisqu'on voit que cette courbe a explosé et qu'il se place maintenant deuxième pays le plus touché d'Europe. Est-ce qu'on a trop tardé du côté du gouvernement espagnol à se rendre compte de la progression de ce virus? Bon, je crois que la progression est assez similaire dans chaque pays. Ce qui change, c'est la manière dont on compte les malades. On sait déjà qu'il y a plein de personnes qui portent la maladie, mais ils sont asymptomatiques. Et on ne sait pas qu'ils ont la maladie simplement parce qu'on ne le teste pas. On sait très bien aussi qu'il y a des gens qui ont passé par cette phase, mais que personne ne les a comptés comme étant malades. Donc, il y a beaucoup dans les comptages qui a à voir avec la manière dont on teste la maladie. Nous, ce qui nous intéresse, au-delà des comptages, c'est de limiter la propagation du coronavirus. C'est là qu'on a pris des mesures déjà depuis 1 mois et demi, des mesures qui ont allé en progression. Maintenant, notre objectif, c'est dans les 2 ou 3 prochaines semaines de voir une inflexion dans la courbe de progression du coronavirus, d'où les mesures qu'on est en train de prendre. Mais encore une fois, les chiffres sont les résultats de la manière dont on compte. Nous, on est assez strict dans la manière dont on compte parce qu'on veut être sûr de connaître là où on a les centres des problèmes. Vous vous réservez la possibilité, comme d'autres pays l'ont déjà fait en Europe, de fermer les frontières?
Nous avons déjà pris certaines mesures au niveau des frontières. On a déjà interdit des vols avec l'Italie. On a interdit des bateaux, l'arrivage des bateaux de croisière dans nos côtes. On a aussi interdit les ferries entre l'Italie et l'Espagne. Donc nous, on a déjà pris un certain nombre de mesures, mais les mesures qu'on prend doivent être proportionnelles au but qui est d'éviter la progression du coronavirus. On ne le fait pas en abstrait, on le fait là où on a identifié un moyen de transmission rapide. On a aussi parlé au Maroc hier pour fermer nos frontières de manière à ce qu'on évite la propagation, mais toujours sur la base des données et de l'avis scientifique, de nos scientifiques comme celle de l'Organisation mondiale de la santé, qui est la meilleure manière d'être efficace. Alors aujourd'hui même, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé un plan de soutien de 37 milliards d'euros. Et surtout, et ça va vous intéresser beaucoup, plus de souplesse dans le calcul des déficits pour le pacte de stabilité, puisqu'on va inclure le coronavirus. Alors à combien vous estimez que vous aurez besoin d'assouplir ces règles et donc qu'est-ce que vous mettez vous-même sur la table quand on voit que l'Allemagne veut des prêts sans limite à hauteur de 550 milliards d'euros, que l'Italie a déjà déboursé 25 milliards d'euros. Qu'est-ce que vous allez mettre sur la table et comment vous allez assouplir ces règles du pacte côté espagnol ? Alors, nous avons déjà pris cette semaine une batterie de mesures en matière économique. On a déjà libéré de la liquidité de l'ordre de 14 milliards d'euros pour aider nos petites et moyennes entreprises. On a déjà pris des mesures pour appuyer notre secteur touristique, un secteur majeur d'activité pour nous. On a déjà décidé de la moratoire. Pardonnez-nous, Madame la Ministre, parce que le ministre français de la Santé s'exprime en ce moment même et donne justement à l'état des lieux pour la France. Nous allons donc nous diriger au ministère de la Santé avec toutes nos excuses pour entendre ce qu'a à dire Olivier Véran de la situation. Également que malgré les mesures que nous prenons, l'épidémie progresse, c'était attendu. Nous consultons régulièrement le conseil scientifique que nous avons installé et prenons ainsi des décisions éclairées de leur avis. Si nous savons que l'évolution de l'épidémie est rapide et réelle, ses effets sur notre population et notre système de santé peuvent encore être modérés. L'accélération n'est pas qu'une affaire de chiffres ou de courbes. Elle est une réalité que vivent désormais nos concitoyens au quotidien. Une réalité pour nos professionnels de santé, en première ligne face aux malades. Une réalité pour nos personnes âgées et fragiles, qui vivent dans la crainte et désormais la contrainte, celle de rester chez elles, celle de limiter leurs contacts, parfois même celle de s'isoler de leurs proches. Une réalité pour tous ceux qui aiment leurs proches et craignent de les voir touchés par l'épidémie. Une réalité pour tous ceux dont l'école est fermée, dont l'activité est bloquée, dont la sortie est annulée ou dont l'ami est confiné. C'est pour toutes ces personnes, fragiles devant l'épidémie, que nous menons une action avec une détermination sans faille. Nous ferons pour eux tout ce qui est nécessaire. Et c'est à toutes ces personnes que nous tous, en tant que citoyens, devons un respect total de toutes les consignes édictées. Nous leur devons un civisme exemplaire, car c'est le civisme de chacun qui protège la santé de tous. Il est encore temps de nous adapter à ces nouvelles réalités. Il est encore temps de modifier strictement et scrupuleusement nos comportements afin de nous protéger tous, des plus jeunes aux plus âgés, individuellement et collectivement. Pour cela, le président de la République l'a expliqué hier, nous devons prendre des mesures fortes, des mesures fermes, des mesures courageuses. Je rappelle tout d'abord à chacun qu'il est le premier acteur de sa protection et de la protection des autres. Depuis le début de l'épidémie, toute la population, aux côtés des soignants, a l'opportunité de sauver des vies. En limitant nos déplacements, en protégeant les aînés, en respectant strictement les recommandations, en nous lavant les mains régulièrement. Cela veut dire, au-delà des bons réflexes personnels, respecter ce qu'on appelle la distanciation sociale et dont je rappelle les principes. Ne pas se saluer par un contact physique, que ce soit en se serrant la main ou en se faisant la bise.
garder tant que possible 1 mètre de distance avec chaque personne, limiter les déplacements non indispensables, les visites aux personnes âgées ou fragiles, en résidence comme à domicile. Ce soir, je vous appelle à répondre à ces enjeux et à montrer la force de l'humanité dans l'épreuve de l'adversité. Rappelez-vous simplement que la première des marques d'affection, c'est le souci de l'autre. Le souci de l'autre, en toutes circonstances, c'est le protéger. Et protéger, en épidémie, c'est se distancier. La circulation accélère et nous devons donc plus que jamais la freiner. Plus nous la freinerons, plus de temps nous aurons, mieux nous la gérerons. Plus nous retardons, mieux nous nous préparons. Freiner l'épidémie, c'est limiter tous ces lieux de circulation. Le Premier ministre a annoncé ce midi que le seuil au-dessus duquel les rassemblements seraient interdits était abaissé à 100 personnes sur l'ensemble du territoire. J'ai pris aujourd'hui l'arrêté qui met en œuvre cette mesure. C'est un seuil, nous le savons, qui concerne encore plus les sorties quotidiennes des citoyens, par exemple dans les cinémas ou encore les salles de spectacle. C'est à ce prix important que nous pourrons limiter les effets de cette épidémie. C'est à ce prix que nous pourrons donner plus de latitude à nos soignants pour prendre en charge les patients qui arrivent en nombre dans les hôpitaux de notre territoire. Car si la circulation du virus accélère, notre préparation accélère elle aussi. Le président de la République a ainsi annoncé des mesures pour préparer l'hôpital et le système de santé. La déprogrammation de tous les actes de soins non urgents dans nos hôpitaux. La mise en place du plan blanc au niveau 2. L'appel, et que je renouvelle, à la mobilisation des étudiants en médecine, des jeunes médecins retraités pour qu'ils rejoignent la réserve sanitaire. Ils sont déjà nombreux à répondre à l'appel. Les médecins de ville, les soignants de ville, comme ils s'y préparent et comme nous les y aidons, passent progressivement en première ligne dans la prise en charge des malades. Le SAMU doit être réservé aux situations urgentes. Si vous présentez simplement des symptômes, sans risque immédiat, il faut privilégier le contact avec votre médecin traitant. Si vous avez une question non médicale, il faut privilégier le numéro vert ouvert H24, le 0800 130 000. Si vous ne trouvez pas de médecin disponible, la simplification de la télémédecine est en cours et les téléconsultations sont tout à fait possibles. La distribution des masques répond à une logistique complexe dont je fais une priorité. Protéger nos soignants, c'est nous protéger nous-mêmes. C'est pour cela que nous avons déjà distribué à l'ensemble des professionnels de santé 25 millions de masques et que nous continuons et continuerons à le faire. Sur la base d'un avis du Haut Conseil de santé publique, j'ai choisi de mettre en place une stratégie efficace de gestion et d'utilisation des masques sur tout le territoire national. La priorité est donnée aux professionnels de santé, qui sont en première ligne pour prendre en charge les malades. Cette stratégie sera appliquée les 2 prochaines semaines. Nous l'adapterons bien entendu aux besoins constatés ainsi qu'à l'évolution de la situation et des ressources disponibles, territoire par territoire. Tout le gouvernement, aux côtés des services de l'État et les collectivités, est pleinement mobilisé pour limiter les conséquences dans tous les domaines. Pour l'organisation des cours et des examens, pour les gardes d'enfants, pour mettre en place le télétravail et préserver notre économie. Les assistantes maternelles restent ouvertes. La concentration au sein d'un même établissement de plusieurs dizaines d'enfants est un facteur important de propagation du virus, et c'est pourquoi les écoles et les crèches ont été fermées. Mais les structures qui accueillent des nombres d'enfants beaucoup plus réduits ne présentent pas les mêmes risques. Les scientifiques nous indiquent que le seuil en dessous duquel les risques de propagation du virus sont moindres s'établit autour de 10 enfants. Cela signifie que les structures qui accueillent moins de 10 enfants présentent des risques moindres de propagation du virus et sont sans risque pour les professionnels. Partant de ces avis scientifiques, nous avons donc pris les décisions suivantes
en coopération avec ma secrétaire d'État, Christelle Dubos. Les établissements d'accueil du jeune enfant accueillant plus de 10 enfants sont fermés. Sont donc concernés les crèches, les maisons d'assistantes maternelles accueillant plus de 10 enfants. Les assistantes maternelles exerçant en maison d'assistantes maternelles bénéficieront de l'activité partielle. Nous allons le mettre en place très rapidement. En revanche, les structures qui accueillent moins de 10 enfants doivent être maintenues. C'est le cas des microcrèches, elles restent donc ouvertes. Et c'est bien sûr le cas des assistantes maternelles qui peuvent ainsi maintenir leur activité. Pour essayer d'apporter le plus de souplesse possible sur le terrain, pour permettre aux parents de pouvoir continuer à aller travailler, nous avons également pris d'autres décisions. D'abord, garantir que les enfants des personnels essentiels pour notre système de santé et de prise en charge des personnes les plus vulnérables puissent être accueillis lundi dans les écoles et les collèges, ainsi que dans les crèches. Il n'y aura pas de